Zolvio 147, c'est le chiffre exact où le satellite devint aveugle, un couloir de 300 km au-dessus du Sahel disparu pendant 6 minutes 32 secondes. Deux nombres minuscules, pourtant capables d'inverser des décennies d'équilibre quand les écrans occidentaux s'éteignirent, les moteurs d'un convoi burkinabé s'allumèrent. Que vaut une coupure de signal si, dans ce laps, Ibrahim Traoré redéfinit la souveraineté sans prononcer un seul mot? Un désert, une nuit, et soudain, l'Afrique cessa d'attendre la permission. Cette nuit-là n'ouvrit pas seulement un couloir vide, mais tout un chapitre nouveau de l'autonomie africaine. De spectateur, le Burkina Faso devint l'expérience pilote. C'est d'une question: que reste-t-il lorsque la dépendance s'efface? Le silence du satellite n'était pas une panne, c'était la fin d'un rituel, celui d'attendre l'approbation de capitale en capitale, comme si la souveraineté était un abonnement. Dans ces 6 minutes 32 secondes, l'ordre du monde bascula non par violence, mais par absence de bruit. Et dans ce basculement, Ibrahim Traoré incarna la volonté d'un continent à agir sans demander. Si un silence peut réécrire l'histoire, que pourraient dire des moteurs qui refusent de s'éteindre? Et c'est ainsi que quand le monde regarde l'ombre, certains entendent déjà le battement de la lumière. Le premier chiffre apparut dans un rapport oublié: 23 véhicules, sans insigne, sans transpondeur. Le second suivi, 110 km de portée, pour des systèmes d'appui-feu chinois. Ces deux nombres suffisaient à dévoiler ce que les analystes n'avaient pas encore compris: un continent cessait d'attendre la permission. C'était le 10 octobre 2025, une nuit où le Sahel se redessina sans bruit, tandis qu'à Langley, à Paris et à Bruxelles, des écrans montraient le néant. Le convoi traversait la frontière du Niger, filant vers la périphérie de Ouagadougou. Aucun drapeau, aucune lumière, seulement la lueur rouge des tableaux de bord. À l'intérieur, Ibrahim Traoré, 36 ans, observait le désert avec une calme gravité. Il se souvenait des appels à l'aide qui, des années durant, devaient voyager jusqu'à Washington ou Bruxelles. Les réponses arrivaient tard ou jamais. Dans les villages incendiés, les diplomates parlaient encore de délai. Les maires murmuraient « on nous avait promis la paix ». Ces voix portaient plus de poids que n'importe quel traité. Ce soir-là, il n'y aurait plus d'attente. Dans les camions couverts de bâches dormaient des VN-22B et des lance-roquettes SR-5. La technologie que d'autres jugeaient trop avancée pour des mains africaines. Mais les chiffres importaient moins que le symbole: la dépendance n'était plus un destin. Ces véhicules avaient été achetés, non donnés, financés par le Fonds national de souveraineté, alimentés par l'or du Burkina Faso, une institution née en 2024 après le départ des dernières missions occidentales qui n'avaient laissé derrière elles que des casernes vides et des radios muettes. Les satellites, eux, reprirent leur signal trop tard. Le monde vit à nouveau le Sahel, mais il n'y comprit plus rien. Au lever du jour, le convoi s'immobilisa près d'un hangar fortifié à la lisière nord de Ouagadougou. Les moteurs s'éteignirent un à un, ne laissant que le silence dense d'un acte accompli. Autour des véhicules, des silhouettes se tenaient debout, encore couvertes de poussière, mais conscientes qu'elles venaient de franchir un seuil invisible. Un jeune lieutenant, à peine 23 ans, regarda le sol fissuré avant de murmurer « Nous avons enfin quelque chose qui peut nous défendre ». Ibrahim Traoré lui répondit calmement « Non, nous avons enfin le droit de nous défendre ». Ce fut plus qu'une réplique, un pivot moral. Pour la première fois, l'idée de protection ne venait plus du nord, mais du sol même où les hommes se tenaient. Quelques heures plus tard, au complexe présidentiel, 12 membres du Conseil de sécurité nationale se rassemblèrent. Devant eux, une carte fanée du Sahel, aux frontières dessinées par des mains étrangères. Traoré posa le doigt sur Ouagadougou et demanda « Combien de temps allons-nous attendre que d'autres protègent ce qui est à nous ?» Personne ne répondit. Il n'en avait pas besoin. La réponse venait de la route, des moteurs encore tièdes et du vent chargé de sable. Dans cette salle close, la souveraineté cessa d'être un mot. Elle devint une responsabilité tangible. Un basculement silencieux, presque intime, mais irréversible. Et c'est ainsi que la dignité nationale ne demande plus la permission pour exister. Le déclencheur ne fut pas une explosion, mais une équation. Dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, l'attente était devenue plus dangereuse que l'action. Les rapports de renseignement affirmaient que les partenaires étrangers réévaluaient leur engagement. En réalité, ils se retiraient. Les pistes restaient vides, les antennes muettes, le pays, lui, n'avait plus le luxe d'attendre.
Alors il signa. D'un trait ferme, le décret établissant le Fonds national de souveraineté entra en vigueur. Alimenté par l'or, le coton et les exportations agricoles, ce fonds allait financer ce que les promesses avaient toujours ajourné, la défense indépendante. L'objectif n'était pas de défier, mais de se libérer de l'attente. Dans les jours qui suivirent, la rumeur circula dans les marchés, le Burkina Faso achetait directement sans visa occidental. Le mot autorisation perdit soudain son pouvoir. Les analystes, eux, parlèrent de rupture de protocole. Pour les habitants, c'était autre chose, une réparation du réel. Le climax survint 3 mois plus tard, lorsqu'un convoi chinois, escorté par des forces locales, livra le premier lot d'équipements système de tir SR5, véhicules VN-22B, blindés, VZ-551, rien d'excessif, rien de théâtral. Mais chaque caisse déchargée était une affirmation, la dépendance avait un coût, l'autonomie aussi, et Traoré avait choisi le second quin. Les chancelleries s'agitèrent. À Paris, on parla de glissement d'alignement. À Washington, on évoqua une réorientation stratégique prématurée. Sur le terrain, les techniciens burkinabés montaient les pièces avec précision, enregistrant chaque étape pour prouver que le savoir-faire, lui aussi, pouvait être africain. Le désert devint un atelier, la poussière un témoin. Puis vint la résonance. Le Mali et le Niger observaient. À Bamako, des officiers demandaient « Pourquoi pas nous ?» Dans le même temps, les écrans occidentaux reprenaient leurs signaux, découvrant que le silence du Sahel avait engendré une armée nouvelle, sans supervision, sans tutelle. Ibrahim Traoré, dans un discours sobre, refusa le mot « provocation ». Nous n'avons défié personne, nous avons cessé de demander la permission. Ces mots ne portaient ni colère ni défiance, ils portaient une fatigue devenue lucidité. Dans le cœur du continent, quelque chose s'ancra l'idée que la sécurité n'est pas un service, mais une discipline. Les diplomates parlèrent de choc symbolique. Les peuples, eux, y virent une renaissance. Ce soir-là, au crépuscule, le vent souleva la poussière sur les routes entre Kaya et Ouagadougou. Chaque véhicule laissé derrière racontait la même leçon. Il existe des moments où ne rien faire est une forme de défaite. Le pays venait d'apprendre à avancer seul. Et dans le grondement des moteurs, l'histoire retrouvait sa voix. Et c'est ainsi que tenait dans un chiffre austère 250 millions de dollars. C'était le capital initial du Fonds national de souveraineté, modeste selon les standards mondiaux, mais colossal pour un État qui, jusqu'alors, dépendait à 72% de l'aide extérieure pour ses dépenses de sécurité. La variation est cette que se mesure à moins en montant qu'en autonomie. Pour la première fois, le Burkina Faso put acheter sans signatures étrangères, sans l'ombre d'un prêt à taux conditionné. Un chiffre donc, mais un symbole plus grand que lui. Le second repère vint des rapports du CIPRI en 5 ans, la Chine représenta 19% des importations d'armes d'Afrique subsaharienne. Jusqu'alors, ces statistiques restaient confinées aux notes de bas de page. Désormais, elles roulaient sur les pistes du Sahel, incarnées par des véhicules réels, des munitions tangibles. Chaque pourcentage se traduisait en kilomètres de souveraineté gagnée, en villages défendus sans délai diplomatique. Pour conclure, la progression la plus marquante se lut dans la balance budgétaire de 1,8% du PIB consacré à la défense en 2023, le pays passa à 3,4% en 2025. Une hausse qui, dans d'autres contextes, aurait inquiété les bailleurs. Ici, elle signifiait que la dépendance coûtait désormais plus cher que l'indépendance. Le ratio s'inversa. La logique aussi. Mais derrière les chiffres se cachait une réécriture des règles. Chaque variation exprimait une libération, moins de comptes à rendre, plus de comptes à tenir. Les ingénieurs burkinabés documentaient chaque acquisition, traçant les flux, vérifiant les pièces, créant une chaîne de confiance entièrement nationale. Là où jadis régnaient les missions d'assistance, naissait une culture d'audit interne, non imposée, mais choisie. Les observateurs extérieurs y virent un glissement de modèle. Les acteurs locaux, eux, y reconnurent la matérialisation d'une phrase d'Ibrahim Traoré « Nous achetons notre sécurité, nous ne la louons plus ». Et cette phrase, répétée dans les radios rurales, résonna davantage que tous les communiqués officiels. Les données économiques montraient que le fonds, initialement limité, atteignait déjà 400 000 millions fin 2025, soit une croissance de 64% en moins de 2 ans.
Cette expansion ne dépendait pas de capitaux volatiles, mais de ressources internes or, coton, produits agricoles. Chaque tonne exportée devenait un fragment de souveraineté accumulée. Et c'est ainsi que du baseline de dépendance au delta d'indépendance, le pays transforma des chiffres en preuves et des preuves en légitimité. Les moteurs pouvaient s'arrêter. Le mouvement, lui, était lancé. La première thèse, largement relayée à Paris et à Washington, affirmait que le Burkina Faso s'engageait dans une dépendance renversée, rompre avec les instructeurs occidentaux pour embrasser les fournisseurs chinois revenait, selon eux, à changer de tutelle. Les éditoriaux parlaient d'illusion d'autonomie, évoquant le risque d'une influence insidieuse, d'une diplomatie des dettes déguisée en partenariat. La seconde thèse, portée depuis Ouagadougou, soutenait l'inverse, il ne s'agissait pas d'un transfert de dépendance, mais d'une redéfinition des rapports de force. Ibrahim Traoré et son entourage n'avaient jamais prétendu à une neutralité abstraite. Leur logique était celle de la nécessité achetée où l'on respecte votre signature plutôt qu'attendre où l'on doute de votre maturité. Le partenariat avec Pékin n'était pas un alignement idéologique, mais une transaction rationnelle, un échange d'égal à égal, payé comptant. Entre ces deux récits, la réalité tenait dans la transparence du processus. Le contrat signé avec Norinco Corporation prévoyait des clauses d'audit local, une formation sur site et l'interdiction explicite de sous-traiter les opérations de maintenance. Rien de comparable aux missions d'assistance précédentes où chaque pièce détachée passait par une validation étrangère. Ici, la propriété technique accompagnait l'achat, non l'inverse. Les critiques, pour être entendues, devaient donc se confronter aux faits. Le fonds de souveraineté était public, les transactions étaient documentées et les livraisons suivies par une commission indépendante burkinabé. La vulnérabilité financière, jadis dictée par les bailleurs, se convertissait en discipline interne. En résumé, les deux thèses se répondaient comme un miroir, l'une craignait la perte de contrôle, l'autre revendiquait le contrôle retrouvé. Et au centre, un principe demeurait, la dépendance n'est pas une géographie, c'est un état d'esprit. Le silence avait un prix. Cette phrase, murmurée par Ibrahim Traoré au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité, marqua le tournant du récit. Ce n'était plus seulement une opération militaire, mais une épreuve morale, jusqu'où pouvait-on aller sans devenir ce que l'on avait combattu. Les armes nouvelles apportaient puissance et prestige, mais elles exigeaient aussi une maîtrise nouvelle, celle de la retenue. À Bamako, à Niamey, les officiers observaient. Le Sahel, longtemps perçu comme périphérique, devenait laboratoire. Les observateurs étrangers parlaient d'une militarisation silencieuse, mais ceux qui vivaient ici savaient qu'il s'agissait d'autre chose, une réforme intérieure, menée dans la poussière et la discipline. Sous la lumière pâle du matin, Traoré répéta à ses généraux « La vraie indépendance ne commence pas quand l'on défend ses frontières, mais quand l'on peut défendre sa conscience. » Dans cette phrase se logeait la moitié du film. Le basculement invisible, la souveraineté cessait d'être une posture, elle devenait une méthode. Les premières conséquences se virent chez les populations. Dans les villages du Nord, autrefois dépendants des convois humanitaires, les marchés rouvrirent. Les écoles, fermées depuis des années, accueillirent de nouveau des enfants sous des toits réparés par des équipes locales. Les habitants parlaient d'un changement invisible mais solide, celui de pouvoir décider sans attendre un ordre venu d'ailleurs. Ibrahim Traoré avait promis que la sécurité ne serait pas un privilège de capital. Dans les faits, elle devenait un service collectif construit de bas en haut. Pour les entreprises nationales, le fonds de souveraineté devint un catalyseur. Des ateliers de maintenance furent installés à Ouagadougou, pilotés par des ingénieurs formés sur place. Les importations militaires furent partiellement remplacées par des contrats d'assemblage, créant plus de 3000 emplois en 2 ans. Cette industrialisation embryonnaire marqua la fin d'un réflexe acheté à crédit. Désormais, chaque franc investi circulait à l'intérieur du pays avant de sortir. Du côté des institutions, la doctrine de la dissuasion par discipline s'imposa comme un modèle inédit. Les forces de l'AES, Alliance des États du Sahel, mirent en œuvre un protocole de transparence, chaque mission devait être filmée, chaque erreur reconnue. Un équilibre fragile mais réel entre puissance et responsabilité. Cette exigence d'éthique
transforma la perception du pouvoir, la force ne se mesurait plus à la peur qu'elle inspirait, mais à la retenue qu'elle démontrait. Pour conclure, à l'échelle régionale, les effets furent géopolitiques. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso consolidèrent leurs structures communes, un réseau de renseignement intégré, un centre de formation unifié et un fonds mutualisé atteignant déjà 3 milliards USD. Cette intégration, impensable 5 ans plus tôt, redéfinissait les hiérarchies en Afrique de l'Ouest. Les observateurs extérieurs parlaient de box, de bloc d'autonomie, mais sur le terrain, le mot le plus courant restait stabilité. Dans le Sahel, la transformation ne se mesurait pas en discours, mais en kilomètres sécurisés, en routes entretenues, en frontières défendues, sans dépendance. Et dans chaque avancée, résonnait la phrase de Traoré « Nous avons cessé d'attendre ». Ce n'était pas une défiance, mais un retour à soi. Et c'est ainsi que la consolidation. Au cours des 12 prochains mois, l'Alliance des États du Sahel devrait poursuivre sa phase d'intégration fonctionnelle. Les exercices conjoints continueront, la maintenance se stabilisera et le fonds de souveraineté atteindra près de 3,5 milliards USD. Dans cette hypothèse, la priorité restera logistique, uniformiser les procédures, éviter la duplication des dépenses et consolider la discipline interne, cœur de la doctrine d'Ibrahim Traoré. Le progrès sera mesuré non par la quantité d'armes, mais par la régularité des décisions. Et c'est ainsi que l'expansion maîtrisée. Si la stabilité budgétaire se maintient et que les tensions frontalières s'atténuent, l'AES pourrait ouvrir une nouvelle ère de coopération régionale. L'intégration économique, déjà amorcée avec les corridors routiers sécurisés, offrirait un levier inédit pour les échanges intra-africains. Le modèle burkinabé deviendrait alors un précédent, une souveraineté soutenue par la discipline, non par l'isolement. Les effets sociaux seraient tangibles, baisse des migrations forcées, hausse de la scolarisation et du sentiment de sécurité collective. Ce scénario, bien que rare, incarne le potentiel d'un continent qui apprend à se défendre en se définissant. Et c'est ainsi que la tension cumulative, une mauvaise gestion des coûts ou un incident opérationnel majeur pourrait altérer la crédibilité de l'AES. Une frappe mal calibrée, une victime civile ou un désaccord entre États membres suffirait à relancer le discours sur la fragilité institutionnelle. Les bailleurs suspendraient leur coopération civile, les marchés se contracteraient et la défiance renaîtrait. Dans ce cas, l'autonomie deviendrait un fardeau au lieu d'un levier. Et c'est ainsi que préservèrent la discipline avant la puissance. Comme le résuma Traoré, la stabilité n'est pas une victoire, c'est une habitude. Cette habitude doit désormais s'apprendre comme on forge une armée, une décision à la fois. Il y a, dans chaque transformation politique, un moment où les chiffres s'effacent derrière les visages. Au Burkina Faso, ce moment arriva lorsque les caméras quittèrent les palais et se tournèrent vers les marchés. Les habitants parlaient d'une fatigue ancienne, d'une fierté neuve. Ils ne citaient ni doctrine, ni budget, mais des gestes simples des écoles rouvertes, des routes réparées, des lampadaires rallumés. Dans un village près de Kaya, une femme raconta à un journaliste local que pour la première fois depuis des années, elle dormait sans craindre le bruit des armes. Son témoignage, plus que tout discours, condensait le sens de cette mutation. La sécurité devenait une expérience quotidienne, non une promesse abstraite. Là se trouvait le cœur du projet d'Ibrahim Traoré, rendre la souveraineté visible jusque dans les gestes ordinaires. Les jeunes, souvent décrits comme génération perdue, reprenaient la parole. Sur les réseaux, leur message disait moins la colère que la dignité retrouvée, nous n'attendons plus que quelqu'un nous sauve. Cette phrase devint virale, non comme slogan, mais comme respiration commune. Dans la capitale, les étudiants débattaient non pas de politique, mais de méthode, comment maintenir la discipline sans perdre l'élan. Les anciens, eux, rappelèrent la fragilité du moment, invitant à la prudence autant qu'à l'orgueil. L'émotion qui traversait le pays n'était pas celle d'une victoire, mais d'une reconstruction lente, une marche silencieuse vers l'égalité entre ce que l'on décide et ce que l'on vit. Et, dans ce silence, un souffle collectif commençait à s'entendre. Le renouveau du Burkina Faso, né du fonds de souveraineté, ne repose pas sur l'élan d'un soir, mais sur une méthode. Ibrahim Traoré l'appelle la doctrine de la nécessité organisée, transformer l'instinct de survie en plan de stabilité.
5 étapes la structure, chacune mesurable, chacune reliée à une responsabilité claire. Et c'est ainsi que décentraliser la sécurité. Chaque région doit disposer d'un commandement opérationnel autonome, financé localement et relié au ministère central par un protocole numérique. Cette régionalisation réduit les délais d'intervention et renforce la confiance des civils. Et c'est ainsi que formeurs par la réciprocité. Les officiers formés à l'étranger deviennent instructeurs nationaux. D'ici fin 2026, 320 formateurs burkinabés doivent certifier 5000 soldats selon les critères de l'AES. La compétence cesse d'être importée, elle se propage. Et c'est ainsi que intégrer l'économie à la défense. Les ateliers de maintenance et les chantiers routiers partagent désormais la même chaîne d'approvisionnement. Chaque dollar investi produit à la fois un véhicule révisé et une route praticable. Et c'est ainsi que numériseur la transparence. Les contrats du fonds sont publiés sur une plateforme publique auditée par 3 universités locales. L'objectif, rendre la souveraineté lisible pour ceux qui la financent, les citoyens. Et c'est ainsi que codifier la discipline. Un code de retenue opérationnel entre en vigueur imposant la publication des erreurs tactiques et la réparation immédiate des dommages civils. La morale devient un outil, pas un ornement. Cette feuille de route transforme un mouvement en institution et une volonté en culture durable. La nuit où tout commença n'était qu'un silence de 6 minutes 32 secondes perdu dans les sables du Sahel, mais de ce silence naquit un langage, celui de la responsabilité. Des années plus tard, quand les moteurs se rallument pour des patrouilles de paix, chaque vibration rappelle la même leçon, la souveraineté n'a jamais été donnée, seulement reprise. Dans un hangar redevenu atelier, Ibrahim Traoré observe les jeunes mécaniciens assembler des pièces qu'autrefois on importait toutes faites. Le bruit des clés sur le métal n'est plus celui d'une guerre, mais d'une conscience en marche. Il sourit à l'idée que le futur puisse se construire avec la même rigueur que l'on met à défendre une frontière. Le désert n'a pas changé, la poussière non plus. Ce qui a changé, c'est le sens du mouvement. Aller de l'avant n'est plus un risque, c'est un devoir. Et parfois, la révolution ne fait aucun bruit. Elle respire simplement à travers ceux qui refusent de redevenir muets. Le soleil se leva sur le Sahel comme s'il avait, lui aussi, attendu l'autorisation. Les routes autrefois creusées par les convois étrangers portaient désormais des camions d'approvisionnement et des bus scolaires. Les moteurs grondaient encore, mais leur sens avait changé, ils transportaient non plus la dépendance, mais la constance. Ibrahim Traoré disait souvent que la souveraineté n'est pas une victoire, mais une vigilance. Chaque jour où un peuple décide par lui-même, il prolonge cette veille. C'est pourquoi cette histoire n'est pas un point final, mais une invitation à observer, à comprendre, à témoigner. Si ces mots résonnent en vous, partagez-les, non pour amplifier un récit, mais pour faire circuler une idée, celle que la dignité n'a pas besoin de traduction. Chaque regard compte, chaque voix prolonge la lumière commencée cette nuit-là. Le silence de 6 minutes 32 secondes a pris fin. Il reste pour chacun à choisir s'il veut encore attendre ou commencer à marcher.